Salutations à toutes et à tous. Je suis bien heureux d'être là avec vous aujourd'hui pour continuer sur cette voie de comment continuer à nourrir notre paix intérieure, à prendre mieux soin de nous pour prendre soin des autres. Comment, comment et de quelle manière pouvons-nous arroser nos graines de conscience et puis prendre soin des générations futures, des enfants avec lesquels nous vivons, de ces enfants qui sont aujourd'hui confinés avec nous. Comment faire en sorte de transformer l'inconfort que nous vivons, en réconfort, et transformer ces passions tristes qui nous habitent parfois en élan de vie pour nous-mêmes, pour les autres et pour tout le vivant. C'est pour cela que nous nous rencontrons tous les jours avec une invitée, un invité, une mère de famille, une enseignante, une philosophe, un moine, un psychologue, un dirigeant d'entreprise. En fait, tous des terriennes et des terriens qui nous partagent un peu de leur inspiration sur comment mieux vivre sur notre petite planète, mieux vivre ensemble. Et aujourd'hui, notre invité, c'est Dominique Butet. Bonsoir Dominique. Bonsoir Elios, bonsoir à tous. Je suis ravie d'être là pour partager cette conversation avec toi. Et moi aussi, je suis ravi Dominique. Alors, Dominique est enseignante en maternelle depuis plus de 20 ans et donc elle a de l'expérience. Elle ne va pas nous parler uniquement de théorie, mais de son expérience de vie. Elle est aussi journaliste et passionnée, tout comme son compagnon, par le monde himalayen où elle a beaucoup voyagé. Et elle a aussi coécrit un super livre de méditation destiné aux enfants, petits ou grands d'ailleurs, qui s'appelle Yupsi, le petit dragon, et dont l'idée est de nous inviter à pratiquer cette méditation, mais en passant par des petits contes qui nous ouvrent à cette pratique de contemplation par l'expérience. Alors, on parlera aujourd'hui de comment ces pratiques peuvent nous aider, nous les parents, nous les enfants, nous les enseignants, dans ce monde qui est parfois un peu agité et difficile. Dominique, on va commencer, comme avec toutes les autres invités et invités, par la citation que tu as choisie. Alors, la citation de Dominique, c'est « La paix, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est quelque chose qui doit commencer au-dedans de nous-mêmes. » Alors, qui d'autre que le Dalai Lama aurait pu dire cette chose-là? Dominique, pourquoi as-tu choisi cette citation? Ah oui, parce que déjà le Dalai Lama, c'est un modèle très inspirant pour moi, hein, il incarne la compassion. Et puis parce que cette citation, c'est un petit peu ça explique un peu le chemin qui a été le mien en toute modestie, hein. C'est-à-dire qu'au départ, moi, je voulais faire des choses quand j'étais ado, je voulais agir dans le monde, j'étais engagée dans des associations pour l'abolition de la torture, par exemple. J'avais envie vraiment de faire quelque chose, mais sans avoir aucun regard sur moi-même. Et au fur et à mesure de mes expériences, je me suis rendu compte voilà, qu'il y avait besoin d'abord aller voir ce qui se passait à l'intérieur, pacifier les émotions, le paysage intérieur. Et quand j'ai lu cette citation, ça a vraiment fait écho à ce que j'avais vécu, à ce que je vivais, parce que je suis loin d'avoir pacifié tout ce qui est à l'intérieur, accueillir tout ce qui est là, et puis voir ensuite comment, quand on accueille ce qui est là à l'intérieur de nous, il y a des petites choses qui se produisent comme ça, on ne sait pas comment, mais sur les gens et sur les situations qui sont autour de nous. Merci Dominique. Et voilà quelque chose qui est un peu le fil de ce qui nous connecte, les différentes intervenantes et intervenants, qu'on soit philosophe comme Abdelnour Bidar ou autre, c'est cette prise de conscience que lorsqu'on veut être vraiment lucide et réaliste, on peut voir le monde tel qu'il est, avec ses difficultés. Tu parlais de torture, on voit des morts, on voit énormément de conflits. Et pourtant, quelqu'un qui a été sur le terrain comme toi, ça n'empêche pas de dire, c'est à l'intérieur d'abord qu'il faut commencer à mettre de la paix. Ça me touche beaucoup. Alors, dans cette situation, on a bien sûr plein de formes d'inconfort différentes, mais ici, on va parler aussi des familles et donc des parents, des enfants qui sont dans ce confinement confrontés à des situations pas toujours faciles, très différentes en fonction des familles. Les études, je le recite à nouveau, hein, pour dire que les études des confinements passés ont montré que c'était vraiment des conditions qui allaient générer du stress post-traumatique chez les parents et chez les enfants dans de nombreux cas. Et donc, à quoi donc sont confrontés ces enfants et ces parents dans cet espace-temps bouleversé, Dominique? C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout les mêmes repères et on sait combien les enfants sont attachés à leurs repères. Donc, il n'y a plus du tout les mêmes repères en matière d'espace.
Parce que voilà, on est confiné dans des petits appartements. Je pense spécialement aux gens qui vivent dans des tout petits logements, hein. On en a chez nous à Paris, vous devez en avoir aussi en Belgique. Donc des enfants qui n'ont pas de jardin, pas d'espace, les parcs sont fermés. Donc un espace vraiment contraint. Et puis un temps qui est chamboulé, c'est-à-dire qu'on ne va plus à l'école, il n'y a plus le temps pour les activités périscolaires. Et puis, donc ça, c'est toute la routine qui est chamboulée. Et c'est pas simplement pour les enfants, ça, c'est aussi pour les parents. J'ai beaucoup de retours de parents de petites sections, donc entre 3 et 4 ans, qui m'avouent être très stressés en fait par cette situation et me parlaient d'école à la maison et comment ils étaient stressés par l'école à la maison. Alors, on a eu de grands échanges de mails avec ses parents pour essayer d'apaiser ce stress qui n'a pas lieu d'être quand on a 4 ans, mais qui n'a pas lieu d'être non plus quand l'enfant est plus âgé. Et je vois la situation de stress dans laquelle les parents sont pour à la fois télétravailler à la maison et à la fois réussir à faire l'école à la maison. Et ça, c'est vraiment une situation qui a été très difficile à vivre parce que ben, quand on est parent, on ne peut pas devenir enseignant en un coup de mail ou en un coup de Zoom. On ne devient pas comme ça enseignant. Et puis, on ne peut pas être à la fois parent et enseignant. C'est difficile. On n'a pas l'extension du temps. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de stress qui est venu s'insérer dans l'espace de la famille avec ce confinement et cette école à la maison. Et donc, quelque part, ce qui se passe, c'est un bouleversement, comme tu le dis, complet des repères habituels. Et donc, nos repères, dans les grands repères, il y a bien sûr l'espace, donc ce confinement-là, et le temps, et puis tous les besoins qu'on a de liens, de bouger, de mouvement, d'autonomie des enfants qui sont bouleversés aussi. Donc, tous ces repères sont bouleversés. Et ce que j'entends aussi, c'est cette question des exigences peut-être qui nous sont mises, que la société nous met ou qu'on se met nous-mêmes, qui est, alors là, tout à coup, on devrait devenir en plus un enseignant à la maison, donc on doit non seulement prendre soin de nos enfants, parfois prendre soin de nous-mêmes, ce qui n'est pas évident, et en plus devenir l'enseignant avec un grand nombre d'exigences qui peuvent être mises sur nous, ce qui va évidemment créer du stress. Mais donc, dans ce cas-là, puisque c'est une réalité, qu'est-ce qu'on fait alors? Bah, quand on n'a pas beaucoup d'espace, bah, il va falloir proposer des choses qui vont tenir compte de cet espace. Puis il n'y a pas simplement les problèmes d'espace, il y a aussi le problème des tensions que ça génère aussi dans ces petits espaces. C'est-à-dire que les gens sont les frères, les sœurs, tout le monde est un peu l'un sur l'autre. Et du coup, on touche la bulle de l'autre, on rentre dans la bulle de l'autre et on se sent très, très vite agressé. Donc, ça génère aussi des tensions entre les membres d'une même famille. Et je me rappelle que Catherine Guéguen, que tu avais invitée il n'y a pas très longtemps, en a longuement parlé de ces émotions fortes qui tout à coup se manifestent dans le quotidien. Et puis, Ces tensions, elles sont naturelles, entre guillemets, elles sont normales, puisque tout ce changement de contexte va nous bouleverser, ces tensions seront normales. Et alors, mais comment est-ce que cette pratique contemplative, la méditation que tu enseignes, peut nous aider dans cette situation? Comment est-ce que ça peut nous aider? alors, ça peut nous aider peut-être à appréhender l'espace d'une autre façon. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander à des enfants qui ont déjà une contrainte forte par rapport à l'espace, en plus de s'asseoir, de faire des pratiques de méditation, on va rajouter une contrainte à la contrainte. Moi, à mon sens, il faudrait, et d'ailleurs j'ai eu des communications de personnes dans ce sens qui disaient, moi, j'aimerais bien inviter mon enfant à pratiquer la méditation, mais pour l'instant, c'est un refus, une fin de non-recevoir parce que vous comprenez, il est déjà tellement empêché de tout. Donc, il n'a pas en plus envie que je l'oblige à s'asseoir sur une chaise ou sur un coussin. Donc, j'ai envie de dire, ne rajoutons pas une contrainte à la contrainte. Oui, on Donc, ne va pas en faire une exigence supplémentaire. Non seulement c'est déjà difficile, mais en plus, il faut réussir son confinement et que tout le monde sorte de là en étant un petit Bouddha ou une petite Bouddha voilà, en alors, ayant bien médité. la réponse, c'est on peut bouger. Hein, on peut bouger. Donc, on peut bouger déjà. N'oublions pas de chanter et de danser chaque jour. Ça, c'est super important pour nous et pour nos enfants. Et puis, dans le cadre des pratiques méditatives, eh bien, on peut vraiment faire plein de choses en bougeant. On peut faire plein de pratiques informelles, comme des méditations en marchant.
Donc, on peut aussi faire des mouvements de yoga, donc faire de la conscience du corps en mouvement. Par exemple, je pense à cette posture de l'arbre qui est une toute petite graine au départ et puis qui petit à petit plante ses racines dans le sol. Et puis, le tronc pousse et le corps se développe. Et puis, petit à petit, on sent les branches qui vont vers le ciel. Donc, cette posture de yoga qui permet vraiment de se connecter à son corps et à ses sensations. Voilà des choses qui sont importantes à faire avec nos enfants comme des rituels. Et puis, on peut mimer, par exemple, des animaux. Je parlais de la méditation en marchant. Ben, on peut marcher comme un lion ou peut-être comme un chat ou comme un éléphant. Et là, on a différentes façons d'appréhender le sol et de se mettre en relation avec sa marche. Et c'est une grande pratique d'attention à son corps, à ses sensations. Et c'est une grande pratique méditative. Donc, ce que j'entends dans ce que tu nous proposes, c'est quelque part quelque chose d'aussi simple que notre manière de marcher. On peut non seulement l'habiter de présence, c'est-à-dire que je vais être davantage présent à ma marche, mais aussi la transformer par la créativité, ce dont tu parles, par exemple. Je vais marcher comme tous les animaux que j'imagine, et on sait que nos petits et grands enfants que nous sommes, si on laisse l'imagination reprendre un peu sa place, peut-être que ça peut nous permettre justement de sortir de cette forme d'enfermement intérieur dans lequel on est alors qu'on est déjà confiné de l'extérieur. Voilà, ouais. Toucher le sol avec différentes parties du corps et voir que ben, c'est pas pareil si on touche le sol avec le dos ou si on touche le sol comme ça sur le côté avec le bras ou si on va poser son front sur le sol, on n'a pas des sensations, les mêmes sensations. Voilà, on peut vraiment utiliser le corps. Je pense que c'est très important pour les jeunes enfants et pas que pour les jeunes enfants de revenir aux sensations du corps quand on est comme ça dans une contrainte physique qui nous étouffe. Et qu'est-ce qu'on fait dans ton expérience, puisque ici on parle de confinement, mais dans ton expérience de la vie, il y a toujours eu dans des environnements professionnels des émotions difficiles, des tensions. Qu'est-ce qui peut aider lorsque c'est tendu, lorsqu'il y a beaucoup d'émotions, que c'est un peu explosif, que on sent que malgré le fait qu'il y ait des liens très forts et de l'amour entre ces personnes-là, c'est capable d'exploser. Qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Mm. En quoi ces pratiques peuvent nous aider? Oui, c'est compliqué, c'est vrai. Je parlais tout à l'heure du climat explosif qu'il peut y avoir à être les uns sur les autres. Dans ce cas-là, moi, il me vient à l'idée un petit rituel qui peut prendre 5 minutes chaque jour. Et l'autre jour, je regardais un enseignement de Mingyur Rinpoche et j'ai souri parce qu'il a évoqué ce rituel-là aussi à faire avec des adultes. Moi, je le pratique en classe avec les enfants, donc on peut le pratiquer en famille, c'est-à-dire on peut prendre un temps pour noter, pour faire émerger une qualité, un point fort d'un des membres de la famille qu'on a noté. Tiens, ce matin, moi, j'ai remarqué combien tu as aidé à débarrasser la table du petit déjeuner, et combien ça a été utile pour toute la famille qui a pu se mettre après plus rapidement au travail. Euh, voilà, et puis l'enfant dit, ben, moi j'ai été touchée parce que toi, tu as préparé, tu nous as préparé la table du petit déjeuner, voilà. Euh, comment ces échanges en fait des qualités des uns et des autres euh, peuvent, peuvent nourrir, peuvent en tout cas se décaler, faire un pas de côté sur tu me prends tout mon air, tu es toujours sur mon dos, laisse-moi tranquille. Eh bien là, on oriente son regard vers, enfin on essaye, et dans cet exercice du coup, on porte une attention particulière à ces qualités qu'on peut facilement oublier. Oui, notre système de survie en situation de tension va attirer l'attention d'abord sur tout ce qui ne va pas. Et donc, on va finir absorbé par tout ce qui ne va pas, tout ce dont on a l'impression qu'il nous menace. Et là, ce que tu nous proposes, c'est je change mon focus attentionnel et je vais choisir de porter attention, de valoriser, d'arroser les graines de ce qui non seulement va bien, mais ce qui est la beauté chez l'autre, les forces chez l'autre. Et donc, quelque part, c'est un double exercice, un exercice de valorisation des forces et des qualités de l'autre, et en même temps une forme de gratitude puisqu'on va remercier. Et donc voilà deux effets puissants, je pense, d'orienter le regard vers ce qui va bien et ce pourquoi on a de la gratitude. Et beaucoup d'études scientifiques ont montré que ces deux types d'exercices avaient un effet puissant
sur notre capacité à retrouver une forme de bien-être. Ouais, la gratitude. La Pardon. gratitude, c'est vraiment aussi un rituel qu'on peut avoir quotidien à la maison. Non seulement le matin, déjà, quand on se réveille, dire, bah, tiens, je suis en vie, je me réveille, tiens, j'ai la chance de pouvoir bouger, j'ai la chance d'avoir ce corps, j'ai la chance d'avoir cette tête qui me permet de réfléchir. Donc déjà, approuver de la gratitude le matin au réveil. Et puis bah, aussi se réjouir des petites choses du quotidien parce que quand on fait cette pratique avec les enfants à l'école, souvent au début ils sont secs. Il n'y a rien qui sort. Retrouver un événement de la vie quotidienne qui a fait du bien et du bonheur, ben, c'est là qu'on se rend compte de tous les bénéfices de l'entraînement. Parce qu'au début, même nous, quand on le fait, bah, je sais pas, on n'a pas forcément d'idée. Puis quand on s'entraîne à le faire, moi, c'est des toutes petites choses du quotidien qui finissent par émerger, qui nous font du bien et du bonheur. Alors, évidemment, avec les enfants, on peut petit à petit se rendre compte de ces sensations que ça fait à l'intérieur du corps, hein, pas simplement dire c'est bien, mais vraiment se rendre compte de l'impact que ça peut avoir sur le bien-être du corps. Donc vraiment en faire quelque chose qui soit de l'ordre de la méditation, vraiment noter ces petites sensations dans le corps qui font qu'on se sent bien. Et puis, bah, bien sûr, dans le prolongement de ça, comme c'est pas venu tout seul, ces petits bonheurs, voilà, pouvoir remercier, éprouver aussi dans le sens de ressentir vraiment à quel point on est reconnaissant à quelqu'un et que cette reconnaissance, cette gratitude, comme tu disais si bien, Elios, comment cette gratitude, le fait de l'exprimer, ça nous fait du bien aussi de le faire, que c'est pas un exercice de merci, c'est pas un exercice de politesse, c'est vraiment un exercice qui est dans un échange de je me fais du bien aussi en le faisant, quoi. Je vis mieux, je suis plus heureux. Maître Eckhart disait, si la seule prière que tu pouvais dire était merci, ça serait suffisant. Alors, dans cette question de gratitude, je vois aussi dans ce que tu nous partages, ce double mouvement. D'une part, je me sens sur les bienfaits de la vie, alors que voilà, quand les situations sont difficiles, comme aujourd'hui, dans le confinement, on a tendance à voir ce qu'on n'a pas, ce qui nous manque, ce dont on est privé. Et là, on va centrer son attention sur les bienfaits d'existence. Même s'il y en a peu, quels sont les bienfaits? Et le deuxième mouvement dont tu nous as parlé, c'est que ça nous tourne, ça nous ouvre vers les autres, vers plus large que nous, puisqu'au fond, ces bienfaits de la vie, on ne les doit en général pas qu'à nous. Et donc voilà un double mouvement de réjouissance et en même temps de s'ouvrir de manière plus large et donc qui élargit notre attention, qui élargit notre âme et comme tu l'as dit, alors il peut naître dedans quelque chose de plus joyeux. Ouais. Le retour à la joie, c'est quelque chose la connexion à la joie, c'est quelque chose d'important avec les enfants, pas qu'avec les enfants d'ailleurs, avec les grands aussi. Mais bon, faut aussi savoir qu'en ces temps difficiles de confinement, ben, c'est important de se connecter à la joie, mais s'il y a autre chose qui vient, s'il y a autre chose que de la joie qui vient, ben, c'est aussi important d'accueillir ce qui est là. Et c'est pas toujours joyeux ce qu'on a au fond de nous, mais on peut aussi essayer de partager avec sa famille ben, ces émotions qui sont peut-être moins joyeuses, mais qui sont là. Et je sais que ça, c'est difficile aussi d'aller vers le partage des émotions. Ce n'est pas quelque chose qui est aisé, mais qui peut aussi se travailler, s'entraîner par l'écoute profonde entre les adultes et les enfants ou entre les adultes eux-mêmes. Hein, arriver à développer cette écoute profonde. Mais ce n'est pas donné, c'est vraiment un travail, c'est vraiment un entraînement. Et donc, comment être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes et de nos conjoints, de nos amis, de nos enfants, de nos familles, en nous déposant dans cette forme d'écoute profonde et qui est, j'écoute sans jugement, sans interpréter, sans commenter, sans vouloir résoudre, sans rien, juste là, un espace d'écoute de ce qui vient. Et aussi une invitation pour celles et ceux qui voudraient le faire, ce qui peut nous aider à pouvoir exprimer, c'est de pouvoir le noter, faire de l'écriture, donc écrire ce qui nous traverse. Ça Ouais. permet de nous écouter nous-mêmes et puis peut-être de favoriser par la suite cette écoute vraiment profonde de l'autre. Est-ce que tu as d'autres pistes pour ces situations par rapport à la joie? Donc ici, l'idée, c'est cette écoute profonde, elle nous permet d'accueillir tout ce qui est là pour ne pas juger, moraliser, solutionner, mais d'être juste un espace d'écoute. Mais qu'est-ce qu'on fait pour nourrir cette joie? Euh,
je pense à la souffrance, moi, qui est ressentie avec cet isolement, parce que ces enfants sont coupés de leurs grands-parents, ou ils sont coupés de leurs copains, leurs copines. Bon, bien sûr, on a les moyens modernes, les WhatsApp, les Zooms pour se voir. Au moins, on a cette chance de pouvoir se voir. Mais on n'a pas cette proximité, ce contact. Et puis, les enfants, ce qu'ils ont envie, c'est de jouer. Donc, ça leur manque profondément d'être coupés. Et il y a un sentiment de solitude que même les petits de ma classe, les petites sections expriment au travers de leurs messages. Donc, ce qu'on peut peut-être imaginer ou ce qu'on peut inviter à faire, c'est des moments de se relier aux autres par le cœur, c'est-à-dire de vraiment prendre un temps pour visualiser les personnes qui nous manquent, les nommer vraiment, les visualiser. Papy, mamie, mon copain Johnny, enfin, tous les êtres qui nous manquent, de les visualiser et de les faire entrer dans le cœur, vraiment, mais dans un mouvement vraiment qu'on peut ressentir physiquement, comme ça, les mettre dans le cœur et, et sentir, déjà arriver à sentir les battements du cœur et pouvoir se relier par des pensées de souhaits de bonne santé, des souhaits de je pense à vous, des souhaits de prenez soin de vous, vraiment des souhaits profonds qu'on peut intérioriser et qui permettent aux enfants, même aux jeunes enfants, de se relier avec les personnes qui leur manquent. Vraiment, de sentir combien c'est bon de se sentir en connexion avec les autres. Et je pense qu'on peut faire ça de temps en temps avec les enfants à la maison. Merci. Alors, il y a quelques personnes là qui nous écrivent sur les réseaux sociaux et qui, ici, je lis une personne qui nous dit: Mamie, en tant que mamie, je vous écoute avec attention, note et transmets à mes enfants ce qui pourrait les aider. Et elle demande, et ce n'est pas la seule, quelques idées d'exercices. Et elle précise, pour eux qui, à 7 heures, sont déjà dans les préparatifs des repas, de toute cette gestion si compliquée. Et donc, il n'est pas facile. Ils demandent quelques idées d'exercices pour méditer avec les enfants. Des idées d'exercice, mais pas forcément à l'heure du repas. Si, pendant le Non, dis ça. repas, ben, pour méditer, on peut. Donc, déjà, il y a le mouvement, comme je disais tout à l'heure. Hein, il y a le mouvement qui est très important. Et puis, il y a tout ce qui parle beaucoup aux enfants, c'est l'attention qu'on peut porter au son. Porter son attention sur les sons qu'on entend dans la pièce d'ici, dans la pièce d'à côté, dans la rue. Arriver à ouvrir le champ de son attention à différents sons, comme ça, en les englobant dans son attention, les sons qui sont à l'intérieur de nous. Donc, utiliser les 5 sens pour, euh, pour porter son attention. Alors, quand on mange, on peut utiliser le goût aussi et vraiment dire, tiens, le dessert, là, on va essayer de ne pas parler pendant le dessert et on va essayer de le manger, de porter toute notre attention sur déjà la texture de ce dessert, de quoi il a l'air et puis qu'est-ce que ça nous fait comme sensation au niveau du goût quand on mange ce dessert. Donc, il y a tous les 5 sens qui peuvent être un fabuleux support pour méditer avec les enfants. Donc, on a 5 formidables ressources, les 5 portes d'essence avec lesquelles on peut jouer, qui sont 5 portes d'entrée dans vivre avec davantage de présence dans la vie. Et donc, oui, voilà une idée formidable. Et je me disais, pour les goûts, on peut peut-être inviter, ça dépend de l'âge des enfants, mais leur proposer après quelques mots pour qu'ils puissent aider en se disant, tiens, mais au fond, moi, qu'est-ce que j'ai goûté, qu'est-ce que j'ai senti? Et on pourrait se rendre compte qu'autour d'une même substance, d'un même repas, d'un même dessert, on a une variété d'expériences différentes, tellement riches. Ouais. Et ça, c'est fabuleux de se rendre compte qu'on fait tous la même expérience parce qu'on a tous le même yaourt devant nous, mais on va tous avoir des ressentis qui sont différents et que ces ressentis avec la nourriture, on peut aussi avoir des ressentis différents dans tout plein d'expériences qu'on va faire dans notre vie. Et voilà, ouvrir la porte de la diversité. Vraiment, j'entendais John Kabat-Zinn dire l'autre jour, euh, on a tendance à voir, il y a du blanc et du noir, et il parlait du discernement
des nuances en fait, et que finalement la pratique comme ça, des expériences, des ressentis différents nous amène à voir toute la palette de discernement qu'on peut avoir quand on va échanger à propos d'une expérience. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'un des livres de John Kabat-Zinn s'appelle… Donc, John Kabat-Zinn, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un peu le papa contemporain de la pleine conscience. C'est le Un chercheur grand américain monsieur. qui a codifié tout ça et qui a créé ce protocole qui a été testé scientifiquement aujourd'hui par des centaines d'études. Et un de ses ouvrages s'appelle L'éveil des sens. Et donc, cette invitation à nous ouvrir à ce potentiel tellement vaste de nos sens que nous oublions parfois, tellement absorbés par nos pensées, par notre mental, par nos croyances, par nos préjugés, qu'on en oublie l'expérience elle-même, la richesse incroyable de l'expérience Ouais. pour elle-même, en elle-même et pour elle-même. Mm. Alors, Dominique, ce confinement, on n'y restera pas pour toujours, bien Non, heureusement. j'espère. Et comment est-ce qu'on prépare cette sortie et puis à quoi est-ce que ça nous invite pour après? Alors, on pense déjà, nous, les enseignants et les parents aussi, hein, on pense déjà au retour à l'école, on l'espère, tout en sachant que, voilà, que ce sera progressif. Moi, je pense vraiment au retour à l'école et à tout ce qu'on peut apporter aux enfants en termes, comment la méditation peut s'importer aussi, la méditation de pleine conscience peut s'importer à l'école. Alors, il y a plein de merveilleuses initiatives qui sont déjà en place grâce à plein d'associations comme l'AME, comme Enfance et Attention, qui développent la méditation à l'école. Mais moi, ce que j'aimerais arriver à développer, et j'espère que ça se développera, c'est arriver aussi à faire méditer les enseignants. Tout à l'heure, on parlait de la pression, on parlait des exigences, l'accueil des émotions. Et vraiment, ça me semble un axe magnifique à développer à l'école. Comment est-ce qu'on peut inviter les enseignants aussi à accueillir leurs émotions et à faire classe avec nos enfants, avec cette palette d'émotions, avec bienveillance, avec ouverture. Alors pour celles et ceux d'entre nous qui ont déjà été un jour pour animer un groupe d'enfants juste pour quelques heures, on se rend compte à quel point, quel enjeu de ce que c'est pour un enseignant d'être avec des enfants tous les jours, Oui, plusieurs heures par jour, avec des humeurs différentes, des états d'âme différents, devoir être ouvert, présent, attentif, cadrant, et donc quel métier incroyable, un gros de mots d'un métier, quelle vocation extraordinaire, et j'allais dire dans cette période troublée, qui a pour vertu, dans des conditions malheureusement difficiles, de mettre en avant toutes ces ressources et ces métiers souvent un peu invisibilisés, qui sont des métiers du care. Alors, on peut penser dans les métiers du care aux soignants, aux infirmières, aux infirmiers. Après, on pourrait parler des éboueuses, des éboueurs, on pourrait parler des vigiles, on pourrait parler de tout ça, mais n'oublions pas les enseignants qui sont un petit peu ces jardinières, ces jardiniers qui sont en train de prendre soin de ces magnifiques plantes de demain dans nos jardins du monde. Si on veut que ça fleurit de belle manière, eh bien, il faut que nos jardiniers, on leur donne les ressources pour ça. Et les enseignants, c'est un petit peu ça. Ils sont là pour prendre soin de ces jardins. Donc, je souhaite aussi de tout cœur qu'en sortant de cette crise, on, on, on réfléchisse aussi à ça en se disant comment est-ce qu'on va faire pour continuer à nourrir, à donner des moyens, à prendre soin de toutes celles et ceux qui prennent soin de nous, de nos enfants, de nos aînés. Et je pense que pour les enseignants, c'est particulièrement important. Il y a ce livre dont on parlait ensemble, qui a été coordonné par Catherine Ware, si je ne me trompe oui. pas, et qui est le titre du Un livre. prof heureux peut changer le monde. Ouais. Et Un prof c'était. heureux peut changer le monde, Ouais, puisqu'il va incarner quelque chose qui se transmettra euh, ouais. aux enfants. Parce qu'on parle beaucoup de méditation à l'école, c'est vrai, ça a la cote, on en parle beaucoup, mais c'est important de faire méditer les enfants, mais pas simplement dans un objectif non plus de concentration, d'attention, mais vraiment de prendre soin de soi et prendre soin de soi, prendre soin de ses émotions, développer des relations harmonieuses entre enfants eux-mêmes dans un groupe d'enfants, puis développer des relations harmonieuses avec l'adulte référent et que l'enseignant puisse pratiquer aussi avec sa classe.
C'est ça qui va donner, comme tu disais, j'adore ta métaphore du jardinier, c'est ça qui va faire que les graines de notre monde vont pouvoir pousser, germer. C'est vraiment, on est des jardiniers et ça, c'est magnifique comme métaphore. Merci, Yos. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire que dans les grandes métaphores, qui ne sont toujours imparfaites, mais on pourrait avoir une vision de l'éducation, entre guillemets, comme des charpentiers. Il y a une seule bonne charpente. Il faut que tout soit bien droit et bien équarri. Et donc, l'enseignant, c'est le charpentier qui va tout mettre tout droit. Et où on peut se dire que le jardinier, c'est celui qui crée un contexte propice à l'épanouissement et que ces plantes, elles ont déjà tout, en fait. Elles ont en elles-mêmes ce potentiel, ces graines de grandir. Le potentiel est déjà dans la graine, mais on a besoin de ces jardiniers et jardinières bienveillantes qui vont permettre de créer cet environnement. Et bien sûr, on a besoin de soleil, de nutriments, d'eau, de Ouais, bienveillance, de compassion, de générosité, d'attention. tout à fait. Je te proposerais, Dominique, puisque pour qu'on rentre encore plus dans le concret, c'est que tu nous proposes une petite expérience, une petite pratique. Hmm. Alors justement, tu parlais de Un prof heureux peut changer le monde, donc qui a été coordonné par Catherine Ware et sur des idées de Thich Nhat Hanh. Donc Thich Nhat Hanh, c'est un moine zen qui a beaucoup œuvré pour le développement de la pleine conscience et notamment avec des groupes fabuleux à destination des enfants et des enseignants comme Wake Up School. Et de ces œuvres, je retire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inspiration, et notamment la pratique que je vais vous proposer, qui s'appelle la pratique des 4 cailloux. Alors, je suis sûre qu'il y a plein d'entre vous qui la connaissent. Et les enfants, ils adhèrent complètement à cette pratique parce que non seulement ça leur permet de porter attention à quelque chose qui est toujours en nous, la respiration, hein, c'est fabuleux support d'attention et d'ouverture parce que c'est toujours en nous. Et en même temps, ces 4 cailloux, eh bien, ils ouvrent à l'imaginaire de l'enfant et ils ouvrent à l'espace intérieur de l'enfant. Donc, à chaque fois que j'ai eu la chance de pouvoir faire cette pratique avec les enfants, ils m'ont redemandé à la refaire la semaine d'après et ils m'ont rapporté leurs propres cailloux. Alors voilà, j'explique. Il vous faudra trouver 4 cailloux. Moi, j'utilise des petits galets comme ça. Je vais les montrer à l'antenne. Des petits galets comme ça. Bon, vous pouvez utiliser n'importe quel caillou, vous pouvez utiliser n'importe quel objet. Ces 4 cailloux, je les pose devant moi et je les mets l'un à côté de l'autre. Le premier caillou, elle symbolise une fleur. Et la qualité qui est associée à la fleur, c'est la fraîcheur. Le deuxième caillou symbolise la montagne. Et la qualité qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi, la qualité de la montagne, c'est la solidité. Le troisième caillou, c'est l'eau tranquille. Et l'eau tranquille, elle reflète tout ce qui est autour d'elle. Et le dernier caillou, c'est l'espace. Et l'espace symbolise la liberté qui est à l'intérieur de nous. Donc, on s'installe dans une position qui nous est confortable, avec les 4 cailloux devant nous. Et alors, j'invite à prendre le premier caillou et quand j'inspire, je me sens comme une montagne. J'expire. Oh, je me suis trompée. Je me suis trompée. Parce que j'adore la montagne, c'est pour ça. Parce que j'étais assise comme une montagne. Je refais. Le premier caillou, c'est la fleur. J'inspire. Je me sens fleur. J'expire. Je me sens frais, comme une fleur. J'inspire. Je me sens comme une montagne. J'expire. Je me sens solide. J'inspire. Je me vois comme de l'eau tranquille. J'expire. Je reflète tout ce qui est autour de moi.
J'inspire. Je me vois comme l'espace. J'expire. Je me sens libre. Et là, j'ai fait une seule fois à chaque caillou, mais on peut inviter les enfants dans cette pratique à répéter 3 fois chaque phrase. Chaque fois, 3 fois, je me vois comme une fleur, je me sens frais comme une fleur. Et vraiment, de sentir en soi que toutes ces qualités sont déjà là et qu'on les invite à se développer, on leur fait confiance, on sait qu'on a ce potentiel de solidité, de fraîcheur, de calme, de liberté. C'est très inspirant comme pratique pour des enfants et pas que pour des enfants. Je lis sur tes lèvres, Ilios, parce que je n'ai plus de son, mais Merci, merci beaucoup ça y est, Dominique, pour les enfants petits et grands, de nous partager tout ça. ça y est, tu es revenu. C'est revenu. Le son est réapparu. Tu es parti dans l'espace. Merci à toi, Ilios, merci beaucoup. J'inspire lentement. J'expire lentement. Mon souffle est un fleuve de paix. Je suis ici dans le monde. Chaque instant, je peux respirer et être. Je regarde le fleuve. Chaque pensée est une feuille flottante. Une feuille est un souci. Une autre feuille est la tristesse. Les feuilles s'éloignent doucement. J'inspire lentement. J'expire lentement. Mon souffle est un chemin de paix, se déplaçant doucement à travers moi. Chaque jour, je peux respirer et être. Magnifique. Le poème de Kate Combs que Dominique a choisi de nous partager pour ce soir. Ouais. Merci, merci, merci beaucoup Dominique de ta joyeuse et généreuse présence, qui nous rappelle que nous sommes tous les jardinières et les jardiniers du monde, et que Ouais. ce monde, c'est nous aussi qui contribuons à le cultiver, à l'arroser. Quelles sont les graines que l'on va planter et arroser? Est-ce que ce sont des graines uniquement de compétition, de jalousie, de difficulté, de mépris? Ou est-ce que ce sont des graines de joie, de bonté, de présence, de générosité? Évidemment, peut-être. C'est celle-là que chacun et chacune d'entre nous, nous voulons arroser. Ce sont ces fleurs-là que nous voulons certainement soigner. Comment allons-nous alors contribuer à construire ce monde de fraternité, de solidarité et d'intelligence collective? Et en faisant ça, on arrosera peut-être aussi toutes ces grandes graines que sont la justice, l'amour, le courage et la liberté. Et comme tu nous l'as rappelé dans la citation du début, Dominique, tout cela se construit d'abord au cœur du jardin, au cœur de chacun de nous-mêmes. Oui. Ça continue ce soir à 21h pour la méditation de 21h et demain matin à 6h30. Vous avez à chaque fois l'occasion de continuer à pratiquer avec nos amis et nos amis généreux et bénévoles de notre groupe Présence. Oui. Rappelez-vous aussi que lorsque le monde devient difficile, lorsque le ciel devient sombre, lorsque l'horizon semble bouché, amis et amis, la voie de sortie, elle est aussi à l'intérieur. Merci, Ilios. Merci Dominique. Merci beaucoup.